Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai plaisir, comme d'habitude, à vous accueillir. Je vous rappelle un peu que l'un des principaux objectifs de ces conférences, qui est de proposer une réflexion sur les changements, d'échanger entre nous ou avec l'orateur sur les changements qui affectent notre société, les évolutions, les transformations en cours, et de voir comment ça va impacter notre futur et nos enfants ou nos petits-enfants. Il y a un mois, on avait invité le professeur Toledano, qui nous a fait réfléchir sur quelque chose qui nous touche beaucoup, qui sont les réseaux et finalement la digitalisation. Elle nous a mis en garde en disant que finalement les gouvernements avaient bien du mal à coordonner les GAFAM. Ils essayaient, mais c'était pas facile. Et enfin, on parlait déjà à ce moment-là des problèmes difficiles de monitorer, de guider ce que font les GAFAM. Aujourd'hui, on va réfléchir à une autre dimension du changement. Ça sera plus sur la digitalisation en tant que telle, mais on va voir que ça a un impact considérable sur le propos que va développer le professeur Maria Guadalupe. Aujourd'hui, on va réfléchir sur le fonctionnement des organisations, sur les entreprises, le fonctionnement des entreprises, des associations, ce qui est en cours, qu'est-ce qui est en train de se dessiner, qu'est-ce qu'on voit, quelles sont les initiatives intéressantes qui transforment un peu le fonctionnement des organisations et les conséquences que ça a sur la société civile. Mais avant de présenter Maria Guadalupe, je voudrais passer quelques instants pour vous parler de la prochaine conférence, celle qui aura lieu le 16 décembre. Depuis longtemps, je souhaitais accueillir une conférence sur un sujet vraiment d'actualité, et qui est d'actualité depuis longtemps, et qui touche notre futur de façon significative, l'islam et l'islamisme en France et dans le monde. Je souhaitais trouver à la fois l'expertise, mais à la fois l'équilibre dans la présentation, parce que c'est un sujet sensible. Et j'ai demandé à Rachid Benzine, un islamologue qui a beaucoup écrit, vous verrez d'ailleurs, on vous proposera ses livres, et qui a même écrit un livre avec Delphine Orfilleur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on a fait venir Delphine Orfilleur qui est un rabbin. Et avoir un rabbin, je pensais que c'était utile d'avoir, non pas un islam, mais d'avoir un islamologue qui peut nous parler de la façon dont l'islam est en train de se développer en France, en Europe, quels sont les problèmes actuels, quelles sont les solutions qui sont envisagées, comment on voit le changement dans la position de l'islam, surtout en France. Mais enfin, il ne parlera pas seulement de la France. Et donc, c'est un homme que je trouve de grande qualité sur le plan humain. Vous verrez que quand il parle, on sent qu'il a non seulement une connaissance technique et professionnelle, académique, je dirais, de l'islam et de son histoire, de son développement aujourd'hui, mais il a aussi une dimension humaine qu'on sent transparaître dans ses propos. Vous verrez ça quand il sera là le 16. Mais je voulais vous en parler un petit peu, parce que je pense qu'il faut que vous voyez bien ce que ça va être. Sur l'islam, on peut se demander ce que ça sera. Je voulais vous dire ça. Et je pense qu'on a une connaissance finalement très superficielle de l'islam en France, une compréhension qui est assez sommaire, et je crois que ça s'avère un handicap pour la communication et la compréhension mutuelle. Je pense que la conférence de Rachid Benzine pourrait nous aider à faire un pas sur le chemin de cette compréhension, et je crois qu'on en a grand besoin. Je reviens à la conférence de ce soir, donc avec ma collègue Catel Goulven, qui, comme vous le savez, dirige le centre, le Hoffman Center sur l'entreprise et la société. Avec elle, nous accueillons une de nos collègues, Maria Guadalupe, qui est professeure d'économie et de sciences politiques à l'INSEAD. Maria est bien avancée sur le chemin d'une brillante carrière. Après ses études à Dauphine, elle a fait ses études à Barcelone, elle a fait son doctorat, son PhD à la London School of Economics. Ensuite, elle est partie aux États-Unis, à MIT. Après avoir enseigné à MIT, elle est partie, puis elle est restée aux États-Unis. Elle est partie à Princeton. Elle était professeure à Princeton pendant un certain temps, pendant 2 ans, je crois. Puis ensuite à l'Université de Columbia à New York. Et finalement, on a réussi à la ramener en Europe. Et elle est venue à l'INSEAD il y a déjà une dizaine d'années, en 2012. Ses nombreux travaux de recherche ont été publiés dans les meilleures revues scientifiques,
Elles lui ont valu toutes sortes de prix, le prix de l'American Finance Association, le prix Arrows de Corporate Finance, etc. Elle va nous parler de l'évolution des formes d'organisation. Elle va nous aider à comprendre un petit peu ce qui est en train de se dessiner et ce qu'on voit déjà, c'est en train, c'est tout à fait en cours, comment les organisations se transforment et quels sont les impacts que ça a sur le plan, sur le plan humain, sur le plan du fonctionnement de la société, et pas seulement dans l'entreprise. Elle prendra des exemples dans l'entreprise, mais pas seulement dans l'entreprise. Vous allez voir que c'est un sujet qui apparaît un petit peu ardu, mais qui en fait qui est très intéressant. Maria Guadalupe. Merci, et merci à tous d'être venus ce soir. Donc, comme Henri-Claude il a fait une petite biographie, j'allais vous expliquer un peu qui je suis et ce que je fais là et ce dont quoi je vais vous parler. Si vous ne reconnaissez pas par mon nom ou par mon accent déjà, je suis d'origine espagnole. Vous devrez m'excuser parce que mon français, ça va, mais c'est pas extraordinaire. Il a expliqué comment en fait, j'ai grandi à Barcelone et à Barcelone, j'étais au lycée français de Barcelone. C'est là que j'ai appris le français, mais j'ai un français de lycéenne. Pendant très longtemps, j'étais pas en France et en fait, je réfléchissais, c'est la première conférence professionnelle que je donne en français. Donc, c'est une première pour moi. J'espère que, donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Parfois, je vais chercher mes mots, je sais. Je suis économiste de formation, donc j'ai fait mon doctorat en économie. Mais depuis que j'ai commencé à travailler comme professeur, je suis dans des écoles de commerce, donc à Columbia avant et maintenant à l'INSEAD depuis 2012. Et vous verrez dans ma conférence aujourd'hui, je vais passer de ce qui se passe dans les écoles de commerce et ce qu'on étudie dans les écoles de commerce à comment on réfléchit à la relation entre les entreprises et l'économie en général. Et voilà, je vais passer un peu par l'histoire, etc. Donc, il y aura les deux niveaux, les plus micro, comment s'organisent les entreprises et quel est l'effet, quel impact cela a sur l'organisation de la société en général. Et peut-être une autre petite note de biographique, c'est que je viens de déménager à Fontainebleau. Je suis en France depuis 2012, mais depuis septembre, je suis Bellefontaine. Donc voilà, c'est notre petite pièce biographique. Voilà. Donc j'espère vous rencontrer de temps en temps dans la rue. D'accord. Et je suis professeure à l'INSEAD et depuis l'année dernière aussi, je suis membre du Conseil d'analyse économique. Donc c'est ce groupe nommé par le Premier ministre d'économistes indépendants. Et je vais vous parler un peu du travail aussi qu'on fait que je suis en train de faire dans le Conseil. Voilà. Donc un grand titre, transformation de nos sociétés et nouvelles formes d'organisation. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu faire quelques réflexions qui sont très basées sur ma recherche sur qu'est-ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut penser à ça en relation avec l'histoire de l'évolution des entreprises. Trop souvent, je pense que partout, tous, je pense qu'on commet cette erreur, mais je pense que dans le monde académique beaucoup, on est très centré dans qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quel est notre sujet d'étude, et on oublie un peu que ce qui se passe en ce moment fait partie d'une évolution plus grande dans l'histoire, et que c'est important de comprendre les grandes forces pour mieux comprendre ce qui se passe dans le détail. Donc, je vais un peu faire une revue historique de qu'est-ce qui s'est passé dans les organisations et pour en arriver au deuxième point, où en sommes-nous aujourd'hui, et vous parler un peu d'entreprise agile et d'autres formes d'entreprise. Et après, je vais passer au niveau plus de l'économie en général. Qu'est-ce que les changements qu'on voit dans les entreprises, dans la façon de s'organiser, les entreprises, les organisations en général, la société est en train de changer, comment est-ce qu'on s'organise et est-ce qu'on est préparé pour cela? Et pour ça, je vais vous parler un peu du travail qu'on fait dans le CAE et où on en est la France en ce moment dans ces changements. Et puis, j'espère qu'à la fin, on pourra discuter un peu qu'est-ce qu'il faut faire, comment on pense à ces problématiques. Voilà. Donc, je vais prendre d'abord une perspective un peu historique. S'il y a des historiens dans la salle, excusez-moi, je ne suis pas historienne, donc peut-être je vais faire ça va être une description un peu grossière. Mais les organisations comme les hommes et les femmes ont évolué dans le temps. Et
la façon dont on s'organise aujourd'hui n'a pas été celle la façon dont comment s'est organisée la société depuis l'histoire, le début de l'histoire. Au début, dans la société de chasseurs-collecteurs, il n'y avait pas vraiment d'organisation. C'était des petits groupes, il y avait une mini-division du travail, il y avait les chasseurs, les collecteurs. Normalement, les hommes, c'était les chasseurs, les femmes étaient en collecteurs. Ils croyaient à la magie, il n'y avait pas de science, il n'y avait pas d'organisation formelle, il y avait une création d'excédents économiques limités. On chassait, on cueillait ce qui était planté, il n'y avait pas d'agriculture, donc pas vraiment d'organisation. Après, quand il y a eu une grande évolution et il y a plusieurs formes d'organisation qui se sont succédées dans le temps. Donc, je vais les résumer brièvement ici. Et beaucoup de ce dont je vais vous parler maintenant vient du livre de Frédéric Laloux, qui était un étudiant de l'INSEAD. C'est un excellent livre. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande fortement. Qui fait un peu une revue de les formes d'organisation qui se sont succédées dans le temps. Donc après les proto-sociétés, proto-organisations qui n'étaient pas vraiment des organisations, on arrive dans ce qu'il appelle les proto-empires et tribus. Donc pour moi, l'idée, le prototype de cette organisation impulsive, c'est dans Astérix et Obélix. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est Astérix et Obélix. Donc c'est la petite tribu, il y a de l'agriculture, il y a un petit excédent à gérer. La culture change, il y a une petite division du travail. Donc il y a ceux qui vont chasser, il y a le chef. Le chef, le rôle du chef, c'est dans la personne. Donc c'est pas un rôle attribué, on hérite ça. Il y a une petite hiérarchie et il commence à gérer l'excédent agricole dans la formalisation de l'agriculture. Et quand je parle de motivation et incentives, ce qu'on dirait incentives en anglais, en fait, c'est des sociétés impulsives qui se régissent par la violence. Comment est-ce qu'on punit? Par la violence, c'est le sang. Il y a beaucoup d'agressivité et il n'y a pas vraiment de rémunération pour si on le fait mieux. C'est assez sanglant. Et en fait, je pense que ça résume bien les organisations, comment elles résolvent leurs problèmes. C'est pourquoi est-ce qu'on les appelle impulsifs, parce que c'est un peu ça. Pour moi, c'est vraiment Astérix Obélix, c'est le résumé. L'histoire continue, c'est l'émergence des grandes civilisations. Donc là, qu'est-ce qui change? C'est la création de richesses. L'agriculture devient plus sophistiquée, il y a plus d'excédents à gérer. Des groupes plus grands peuvent se constituer. C'est pas des petites tribus, c'est des groupes de personnes qui sont plus grandes. Et il y a un grand changement, la hiérarchie change. C'est un monde beaucoup plus stable et sauf si on est plus protégé, il y a moins de violence. Et il y a tous les niveaux de la hiérarchie sociale qui se créent. Et on ne peut pas aller d'un niveau à un autre. Donc, si on est né dans le groupe d'esclaves, toute sa vie, on est un esclave. Si on est ça c'est par exemple pour la pyramide égyptienne. Si on est né dans le groupe des scribes, on est scribe toute la vie. On est né scribe, on meurt scribe. Il y a un rôle, une division des tâches, une division du travail très claire, qui est de cette façon hiérarchique, et il n'y a pas de mobilité sociale. Et il y a le pouvoir de la religion qui commence à se développer fortement pour contrôler les sociétés aussi. Et donc il y a la partie des priests, les curés, les prêtres, ce qui est important pour gérer tout ça. Mais donc, plus grande civilisation, très hiérarchique, pas de mobilité sociale. L'histoire continue, la technologie se développe, on est capable on est capable de générer plus de richesses. Et la culture change, la société se développe et c'est le moment où arrive un grand changement de paradigme qui est né avec la Renaissance, où maintenant la vérité n'est pas donnée par la religion autant que par la science. Donc la science acquiert beaucoup de pouvoir dans la société et les bonnes idées sont rémunérées et sont validées. Du coup, ça veut dire que les gens
il y a beaucoup plus de mobilité sociale. Si on a une bonne idée, on est capable de progresser dans la société. Il y a beaucoup plus de richesse qui est créée. Et en fait, c'est un moment, on appelle ça les Achievement Organizations, les organisations de la réussite, j'ai traduit par réussite, où c'est vraiment la naissance du paradigme d'organisation moderne, où un bon travailleur peut évoluer, peut devenir chef d'entreprise. Les entrepreneurs sont très valorisés, les idées sont valorisées. Il y a une accélération de la génération de croissance, une partie parce que la technologie, la science se développent, mais aussi parce que il y a cette organisation de travail. Les grosses bureaucraties apparaissent. Et c'est la période où vraiment apparaissent les méthodes de ressources humaines, d'organisation d'entreprise, les plans stratégiques. Tout ça pour gérer la machine organisation vient vraiment de ce changement culturel de paradigme et de la croissance technologique. Si les bonnes idées progressent, et il y a tous ces plans dans les ressources humaines de rémunération des employés, tous les types de façons de rémunérer, de incentives, de bonus, qui se développent à cette époque-là. Il y a la spécialisation dans les entreprises où on commence à faire chacun ses différentes fonctions. Et c'est une machine beaucoup plus sophistiquée que ce qu'il y a eu avant. Mais c'est vraiment, il y a ce changement de paradigme qui est apparu. Et plus récemment, dans ces organisations de réussite que je décrivais il y a une seconde, c'est des organisations qui normalement sont dominées par un groupe. Elles sont pas pluralistes. C'est des organisations qui ne pensent pas à l'environnement, qui ne pensent pas à d'autres choses, où les travailleurs vivent pour travailler. Et il y a des nouvelles organisations qui se créent, ce qu'il appelle les organisations pluralistes, qui commencent à penser à un partage de ce qui génère l'entreprise, qui est un peu plus général. Donc ça se développe plus récemment. Voilà. Donc en fait, ce type d'organisation ont émergé, ces principes organisationnels ont émergé dans le temps, mais coexistent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut voir, et il y a des formes hybrides. Aujourd'hui, on peut voir des organisations impulsives qui toujours aujourd'hui se régissent par ces principes. Donc si je pense à la mafia, si je pense, l'exemple qui me vient toujours à la tête aussi, c'est les organisations terroristes. C'est des organisations qui fonctionnent, qui ont une forme de fonctionner, qui répondent aux principes des organisations comme Astérix Obélix. Les organisations conformistes, c'est hiérarchie très rigide, où c'est difficile de changer de groupe, où c'est très bureaucratique. Parfois, je pense à certains secteurs publics, au secteur public classique, dans le pire sens du secteur public, qui ont ce sens conformiste, qui donne de la stabilité, mais qui est très rigide. Les entreprises de la réussite, c'est la majorité des entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Les grandes multinationales fonctionnent comme ça. La plupart des entreprises du CAC 40, tout ce qu'on connaît, sont comme ça. Et les pluralistes sont les plus récentes qui ont une vision plus intégratrice des travailleurs. Et maintenant, mais après, où est-ce qu'on en est? Pour réfléchir à ça, je veux faire un pas en arrière et vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de cerveaux a un être humain? 1, 2, 3. Combien de cerveaux vous avez? C'est important cette question. Comment? 1 et 2 hémisphères. En fait, c'est une question que Frédéric Laloux, dont je vous parlais avant, pose souvent. En fait, on a 3 cerveaux. On a 3 cerveaux, et c'est le cerveau qu'on connaît tous, celui qu'on a dans la tête. Mais apparemment, on a aussi un cerveau. Qu'est-ce qu'un cerveau? C'est un cerveau, c'est une masse de neurones qui se communiquent, qui peuvent donner des instructions et qui sont indépendantes du reste du corps. Il y en a un dans la tête, il y en a un dans le cœur, et il y en a un dans l'estomac. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est une chose tellement basique, non? Même, je pense que même les docteurs ne savent pas, ou on a oublié. Et en fait, il y a un docteur allemand qui, dans le 19e siècle,
a découvert ça. Apparemment, c'est quelque chose de facile à découvrir. Avec un microscope et du tissu, on est capable de voir le matériel du cerveau. Il en a découvert un dans l'estomac. Il a publié ça et on a complètement oublié ce fait qu'il y a un cerveau ailleurs que dans notre tête. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a oublié ça? Une hypothèse, c'est parce qu'on est tellement habitué à l'idée qu'un système complexe comme le corps humain doit se gérer par un cerveau qui donne des ordres pour que le corps réagisse, que cette idée qu'il y aurait 3 centres de décision indépendants dans le corps, c'est un peu bizarre. On n'est pas habitué souvent à penser à des systèmes complexes qui ont beaucoup de centres de décision. Et je pense que c'est assez intéressant que la sagesse, la sagesse populaire nous dit qu'on pense avec la tête. En anglais, on dit ça, en français, on pense avec la tête, on pense avec le corps, on pense avec l'estomac. Et c'est 3 façons d'intelligence différentes. En fait, c'est dans la culture populaire, mais on a oublié ce fait. Donc d'abord, et c'est parce que le paradigme de système complexe est centre de décision et le reste qui exécute. On a redécouvert ce fait dans les années 90, ce qui n'est pas une coïncidence aussi parce que c'est le moment où les systèmes ouverts, les systèmes complexes comme Wikipédia, le open source sur Internet, le coding, non, des programmes très complexes d'informatique qui sont créés par des gens qui sont assis partout dans le monde et qui collaborent de façon désintéressée souvent à un projet et ils créent des produits très 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 complexes d'une façon décentralisée. Et en fait, quand on y réfléchit, les systèmes les plus complexes qu'on connaît souvent n'ont pas de centre de décision. Si je pense à la forêt de Fontainebleau, c'est avec n'importe quel écosystème, c'est un système extrêmement complexe qui s'adapte, qui réagit, il y a des choses qui poussent, qui meurent, et se réadaptent. Il n'y a pas un centre de décision, ça se passe. Et un peu le nouveau paradigme d'organisation, c'est des organisations qui fonctionnent comme ça, où il n'y a pas un centre de décision, il n'y a pas une hiérarchie claire où il y a le chef d'entreprise qui prend toutes les décisions, qui sait tout, et les décisions et les autres en dessous qui exécutent. C'est un paradigme où les décisions sont prises comme ça, comme si c'était un organisme. Et un peu ce schéma résume ça. À gauche, on a les organisations telles qu'on les connaît, les organisations de réussite que j'expliquais avant, où il y a la hiérarchie, il y a le chef en haut le chef ou le board en haut qui prend toutes les décisions importantes et après il donne des ordres et les autres en dessous exécutent. C'est un peu caricature, mais vous voyez, c'est comme principe fondamental de design. Je pense que c'est vraiment ça comme on pense. C'est des hiérarchies, il y a une bureaucratie, ils donnent des instructions et après il y a des groupes de personnes spécialisées. Donc il y aurait en orange par exemple, il y aurait notre groupe marketing qui a des idées pour comment mieux vendre le produit et qui les exécute. Et notre groupe de coders, de programmateurs informatiques qui serait un autre groupe et ils sont séparés par groupe. Ça c'est l'organisation telle qu'on la connaît, où c'est vraiment une machine avec un centre de décision et des systèmes et des process qui nous aident à réaliser les projets. Le nouveau paradigme, c'est celui à droite, où on n'a plus un centre de décision. En fait, si on a des cellules, c'est comme un organisme. C'est comme l'organisme, c'est comme la forêt de Fontainebleau, c'est comme le corps humain. Il y a des cellules qui sont indépendantes et suffisantes pour gérer un projet. Là, on aura nos programmateurs informatiques et nos spécialistes en marketing dans une cellule, une équipe de 10 personnes, qui a un projet. Idéalement, elles sont construites autour d'une responsabilité de bout en bout, c'est-à-dire ils sont capables de tout faire, je vais vous donner un exemple dans une seconde d'une banque. Dans la banque, une équipe serait une équipe qui s'occupe par exemple d'une carte de crédit. La carte de crédit classique, c'est eux qui décident quel client approcher, comment, quelle campagne marketing faire, que mettre sur l'appli, sur leur téléphone pour leur rendre la vie plus facile.
etc., etc. Ils sont capables de tout faire. C'est comme des petites entreprises. Et l'entreprise globale, elle est faite de toutes ces cellules. Donc, quel est le rôle du leader dans ce monde? C'est un leader. C'est pas le leader n'est plus celui preneur de décisions, de grosses décisions qui donne des ordres. Le leader, il doit canaliser les ressources pour que ces cellules autonomes puissent développer leurs projets et vraiment mener à bout leurs idées. Pourquoi est-ce qu'elle se développe? Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a pourquoi est-ce qu'il y a un changement de paradigme? Et là, on a écrit un petit papier avec notre collègue Yves Doz. Et c'est une confluence de différentes forces. Depuis quelques années déjà, l'environnement est beaucoup plus volatile, avec la globalisation beaucoup plus complexe. Maintenant, on peut vendre un produit à l'autre bout du monde. C'est facile de l'envoyer. Bon, peut-être un peu moins maintenant, parce que tous les problèmes de logistique, mais c'était facile d'envoyer des produits à l'autre bout du monde. Avec l'Internet, on vend partout. Donc, c'est un monde complexe, on doit traverser des cultures, etc. C'est un monde volatile, avec la digitalisation aussi, avec le développement de toute la transformation digitale. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Si on vend des voitures, comment une voiture doit s'adapter à ce monde où c'est un ordinateur? Quand Google fait des voitures sans conducteur, ils sont en train de voir quel est le futur des voitures. On ne sait pas quel est le futur. On est dans un moment où la technologie crée une incertitude qu'on ne connaissait pas il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'on ne sait pas ce que la technologie est capable de faire, comment elle évolue très vite. Disons, c'est l'Internet bien sûr, mais c'est l'intelligence artificielle, c'est les robots, c'est la quantité de données qu'on peut processer pour prendre des décisions maintenant. Il y a tout ça qui vient vers nous et on ne sait pas vraiment comment le gérer. Et donc l'idée que ce serait une personne très intelligente ou un groupe de personnes très intelligentes en haut de l'entreprise qui peut prédire tout ça, c'est un peu une folie parce que c'est trop complexe. Et l'idée, c'est que cet organisme va être plus capable d'absorber l'information et essayer des choses et s'adapter. En plus, il y a une crise depuis des années de bien-être au travail. Les employés dans ces hiérarchies ne sont pas contents, ils sont pas engagés et il y a une demande de plus de sens au travail et plus de réalisation personnelle. Donc tout ça, ça a donné que les organisations ont essayé de s'adapter, mais les modèles dominants on appelle les différents types d'entreprises de hiérarchie hybride on a changé les hiérarchies, on a essayé de faire, il y a même des spaghettis hiérarchies. On a essayé de les changer, mais c'est vraiment, on a eu du mal à s'adapter, à créer des organisations qui s'adaptent comme on voudrait. Du coup, il y a ce nouveau paradigme qui émerge, et il y en a un peu partout. C'est pas une entreprise qui a fait ça, il y en a un peu partout. Parce que je pense que c'est vraiment un besoin de la société, un besoin de l'économie face aux changements technologiques qui viennent. Différentes personnes, différents groupes un peu partout dans le monde ont trouvé une façon de s'organiser qui a beaucoup de ressemblances. On retrouve les mêmes principes. Donc les équipes autogérées, c'était un peu ça. Si vous avez entendu parler de Holacracy, Teal et autres, ça, c'est les mêmes principes. Quand on regarde les détails, elles sont différentes. Mais ce principe d'organisme qui s'adapte à partir de groupes autogérés qui ont du pouvoir de décision, c'est commun à toutes ces entreprises. Dans le monde de la technologie, de l'information technology, il y a un très gros mouvement des entreprises agiles et ils ont ces mêmes principes. C'est la frustration de comment on développait avant les projets de software, de programmation, qui a donné lieu à une façon différente de développer les projets. Donc là, on pourrait parler des heures de chacun d'entre nous. Et en France, il y a Isa Getz, que je suis sûre que beaucoup d'entre vous avez entendu parler, qui parle d'entreprise libérée. C'est aussi le même type d'entreprise dont il parle. Donc c'est un peu partout, on le voit gérer, mais ce qui est important, je pense, c'est de reconnaître que c'est un changement de paradigme, un changement de paradigme de comment s'organise une entreprise, et qui reflète le fait que je pense qu'on est vraiment dans un moment charnière dans l'histoire. On a de la chance, c'est aussi difficile à voir et à vivre, mais
il y a un moment qui change. La technologie s'accélère d'une façon, la culture s'accélère, les organisations sont en train de changer et voir comment elles font face à ce nouveau monde. Avec Yves, comment on définit ces organisations, si on appelle agile. Ah, j'ai trouvé une faute d'orthographe. Vous devrez m'excuser mes fautes d'orthographe. Ça, c'est pas un accent circonflexe, définition, accent aigu. Ça, c'est une typo, c'est pas une faute d'orthographe. Il faut y penser comme un système d'équipe avec le pouvoir de décision au niveau de l'équipe. Donc vraiment, c'est des équipes autogérées. Et il inclut diverses formes qui ont des ressemblances. Où est-ce qu'on les trouve? Les grosses boîtes de technologie à Silicon Valley et ailleurs ont adopté ce système agile pour la programmation. Dans la Microsoft, on voit Agile, et en fait, il y a des gens qui disent que c'est le Microsoft qui était bien derrière de Google parce qu'ils avaient perdu du temps, etc., a vraiment changé. Et maintenant, Microsoft va très bien et est très innovatrice. Il y a eu un changement quand ils ont adopté ces méthodes agiles. Google utilise ça, Apple, tout organise ça, mais aussi des banques. En pharmacie, Roche, j'ai parlé récemment à quelqu'un qui est à Roche, Malaisie. Roche est en train de faire un très important effort pour changer adopter ces principes de ce paradigme. Par exemple, en Malaisie, il m'a raconté qu'ils ont changé toute leur organisation dans ce modèle. Et en fait, avant, ils avaient les médecins d'un côté, ceux qui sont responsables des ventes d'un autre côté, les spécialistes marketing d'un autre côté. Et maintenant, ils ont des groupes autonomes qui sont responsables d'un purpose, un objet. Par exemple, ce serait le cancer du sein. Un autre, c'est les maladies cardiovasculaires. Et il y a toutes les compétences nécessaires pour développer les produits Roche et vendre les produits Roche en Malaisie sont dans ces équipes. Donc, ça a changé comment ils s'organisent. Et en industrie, en France, il y a Favi qu'on connaît bien, qui est une entreprise qui fait ça depuis longtemps, et il y en a d'autres. Donc, on les retrouve un peu partout. Ce n'est pas restreint au monde de la programmation, c'est un peu partout, et ça adopte différentes formes, mais il y a quelque chose qui est commun entre elles. Alors, je vais vous raconter un peu plus une entreprise avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est ING, donc la banque, il y a ING France. J'ai commencé à travailler avec eux en 2015-2016, quand ils ont fait cette transformation. Et je pense que je vais vous donner un peu une étude de cas pour que vous voyez exactement comment ça marche. Donc, ce que ING en 2015, ce qu'ils ont vu en 2015, c'est qu'ils arrivaient en Hollande, où ils ont leur siège et leur plus grand marché. Ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à grandir, que le marché était saturé, tout le monde avait un compte en banque, tout le monde avait une carte de crédit. C'était difficile de vraiment grandir. Et en plus, une chose qu'ils ont vue et que je pense que là, maintenant c'est plus répandu, mais eux, ils étaient à l'avance dans ce sens. Ils se disaient, nous sommes une banque, on vend des produits bancaires. Et la relation des clients d'une banque avec une banque, c'est en général, moi quand je pense à ma banque, je suis pas chez ING, c'est pas une facilité de transaction exceptionnelle. Normalement, si tu veux un crédit, une carte de crédit, un crédit immobilier, c'est des papiers, c'est des réunions, c'est des tests, c'est un peu, je dois avoir le temps pour appeler la banque. Et ce qu'ils ont vu, c'est si on est une banque qui opère comme ça, avec les nouvelles entreprises digitales qui essaient déjà de faire des services de paiement, etc., on n'a rien à faire. On est habitué à Amazon, on commande quelque chose en ligne et le jour après, on l'a à la porte et en 2 clics, on a quelqu'un qui nous livre notre produit devant nous. On va sur les diverses plateformes, on a des recommandations spécialisées à ce que nous aimons, ce que nous voulons. On a une facilité d'utiliser le Apple à créer ses produits avec une touche, on peut tout faire. Donc c'est une facilité d'interaction avec ces produits que ce n'est pas ce que la banque qui caractérise une banque. Et il se disait, si on change pas, ils vont nous bouffer. Donc on doit changer. Comment est-ce qu'on change? Bon, il faut puisque une banque, comme beaucoup d'entreprises, je parlais avant des entreprises, des automobiles, c'est la même chose. C'est surtout, la plupart des entreprises aujourd'hui
sont et devront être de plus en plus des entreprises technologiques. Parce qu'il y a la transformation digitale, on peut adopter la technologie, et la question est comment est-ce qu'on utilise la technologie. Ce qu'ils ont vu, c'est que pour faire ça et penser à ça, ils ont besoin de gens très doués et très bien formés qui puissent travailler avec des produits bancaires, mais avec une vision de technologie. Et les bons programmateurs, etc., ils ne voulaient pas aller travailler dans une banque. Ils disaient, ah, c'est trop hiérarchique. En plus, les programmateurs dans une banque, c'était le plus bas de la hiérarchie. C'était pas les stars du tout. Et ils ne voulaient pas travailler dessus. Donc, ils ont dit, il faut qu'on change comment on s'organise pour pouvoir trouver ces nouveaux produits et attraire le talent dont on a besoin pour vraiment être performant sur le marché. Et donc, ils ont changé de ce type d'organisation. Et ce que je vais montrer, c'est une petite vidéo qui explique comment eux, ils expliquent le modèle, pour que vous voyez vraiment dans un cas concret. Donc, ING en Hollande, et maintenant, là, en France, ils s'organisent aussi comme ça, en Belgique, partout. Donc, j'ai trouvé la vidéo en français qui explique comment ils font. Et je vais vous montrer. Le monde qui nous entoure change rapidement et la technologie est le moteur de ces changements. Les clients disposent d'un nombre croissant de possibilités pour contacter ceux avec lesquels ils font des affaires qui doivent être accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et fournir un service pertinent, de qualité et personnel. Cela vaut pour toutes les entreprises commerciales, y compris les banques. Les innovateurs numériques comme Spotify et Netflix sont à l'avant-garde de ce développement quand il s'agit d'adapter sur mesure leurs services aux besoins du client. Ils ont une idée claire de la culture d'entreprise et une approche pointue des processus de collaboration. Ils croient fermement en la méthodologie appelée Agile. Pour ING, ils constituent des sources importantes d'inspiration pour élaborer un nouveau mode de collaboration, un nouveau niveau de service aux clients. Cette nouvelle façon de travailler exige de réagir plus rapidement aux besoins changeants des clients. Moins de transmission entre les départements, moins de réunions de coordination, plus d'espace d'initiative et des niveaux de responsabilité plus élevés aussi bien pour les équipes que les individus. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? L'unité fondamentale dans l'organisation de notre modèle à venir est le squad. Les squads sont des équipes autonomes et autorégulatrices comptant jusqu'à 9 personnes entièrement responsables de leurs propres missions spécifiques liées aux clients. Les squads sont articulés autour de différentes disciplines, différents domaines d'expertise et différents acquis. Par exemple, le squad demande de crédit hypothécaire s'occupe de développer et de mettre en œuvre la façon la plus efficace et la plus conviviale pour nos clients d'aller de la première demande de crédit hypothécaire à l'approbation finale. Et le squad Search Engine a pour mission de développer le moteur de recherche le plus convivial et le plus efficace pour nos divers canaux numériques. Vous pouvez trouver dans les squads des collègues spécialisés dans les domaines du marketing, de product management, de formula management, de data analyst, de user experience et de l'IT. Ils peuvent être parfois plus nombreux dans tel ou tel domaine en fonction de la nature de la mission du squad. À l'intérieur de chaque squad, le Product Ownership est assigné à un seul membre du squad. Ce Product Owner est responsable de ce que fait le squad, il est chargé du backlog et de la liste des tâches à exécuter et détermine les priorités. Cela ne signifie pas que le Product Owner soit le patron. La coordination entre les membres de la même discipline a lieu à l'intérieur de chapters. Il y a par exemple un Chapter Data Analytics, un Chapter Customer Journey Mortgages, un Chapter Customer Journey Expert. Les chapters déterminent le comment s'attaquer aux travaux. Le chapter lead en détient la responsabilité finale et est également au sommet de la hiérarchie des membres du squad, en prenant en charge le développement personnel, l'encadrement et le cycle de performance des membres des squads. Le chapter lead s'acquittera de ses fonctions en plus de son travail quotidien dans son propre squad. Mais si les squads sont autonomes et autogérés, comment pouvons-nous assurer la coordination entre ces squads ? C'est là qu'interviennent les tribes. Une tribe est un groupe de squads ayant des missions interconnectées. Il existe une tribe Private Banking, une tribe Mortgage Services, etc. En règle générale, une tribe compte moins de 150 personnes
coordonné par le Tribe Lead qui, bien que n'étant pas le patron traditionnel de tous les membres de la Tribe, veille à ce que l'expertise et la vision soient partagées, fixe les priorités et alloue les budgets disponibles. Le Tribe Lead est également l'interface avec d'autres tribes. Et c'est tout. Ou presque. Il existe encore un rôle essentiel, celui de Agile Coach, la personne qui encadre les individus et les squads et qui les aide à se développer et à prospérer. Voici, en bref, comment la plus grande partie de ING fonctionnera à l'avenir. La plus grande partie n'est pas l'entièreté. L'approche agile implique une certaine flexibilité à s'adapter aux besoins du moment. La formation de Tribes est en grande partie faite sur mesure en fonction des circonstances et des objectifs spécifiques. Et il s'agit d'une approche qui ne convient peut-être pas à toutes nos fonctions et par conséquent, un certain degré d'essai et d'erreur nous aidera à déterminer ce qui dans la pratique fonctionne et ne fonctionne pas. L'approche agile est en soi agile et n'est pas fixée définitivement. C'est ce qui fait d'elle un instrument utile pour réaliser nos objectifs. Voilà. Donc, ça change complètement la façon dont l'entreprise s'organise. Il n'y a plus de managers, les managers classiques qu'on connaît qui prennent toutes les décisions, qui supervisent le travail de ceux qui sont sous eux, qui décident combien doivent être rémunérés les employés. Le manager classique n'existe plus. En fait, le rôle du manager est éclaté dans des différents rôles que différentes personnes adoptent dans l'entreprise. La hiérarchie disparaît. Il y a toutes ces équipes autonomes et il y a un coordinateur. Donc, ça change assez radicalement la façon dont l'entreprise s'organise. Il y a des équipes multifonctionnelles. Vous avez vu, dans chaque équipe, il faut qu'il y ait toutes les spécialités pour pouvoir vraiment créer des produits et les amener et les vendre, etc. Du coup, on se trouve dans des équipes où on doit parler à des gens à qui on n'a pas l'habitude de parler, qui ont des compétences très différentes des nôtres, qui ont des formations très différentes des nôtres. Donc, à ING, on me parlait au début, quand ils disaient non, mais il y a les programmateurs et les spécialistes en marketing, le côté du business. Ils ne se parlaient jamais, ils se voyaient de temps en temps dans des meetings, mais là, ils sont dans une équipe qui est toute la journée ensemble, ils s'assoient ensemble, ils travaillent ensemble tout le temps. Ils sont autonomes, donc ils sont end-to-end. Ils devraient avoir idéalement toutes les compétences. Il n'y a pas d'interdépendance avec d'autres parties de l'organisation pour qu'ils puissent vraiment créer ce qu'ils pensent qui est bon d'être créé. Et du coup, tout le monde, tous les employés dans ces équipes ont beaucoup plus d'autorité et sont des mini-managers parce qu'ils doivent gérer tout ça en équipe. Donc, l'importance de l'équipe est énorme et les décisions se font dans le groupe. Et il faut convaincre les autres et voir comment on arrive à des décisions. Donc, je vous demande de penser, si vous n'êtes pas, à moins que vous connaissez déjà bien, mais je pense que la plupart des gens ne connaissent pas parce qu'on n'est pas habitué à travailler dans ça. Imaginez-vous dans une équipe comme ça. On est avec des gens très différents. Il n'y a pas une personne qui va nous dire vous allez à droite ou à gauche. On décide ensemble. Il faut apporter des idées. Et souvent, c'est souvent trouvé dans les entreprises qui font ça, c'est souvent parce qu'ils veulent innover. On ne sait pas où on va. On essaie de découvrir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, ça requiert une humilité et une capacité à accepter qu'on se trompe, à accepter le changement, qui n'est pas ce qui caractérise les entreprises classiques hiérarchiques. Mais ça a une raison d'être. C'est justement parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, abandonnons l'idée qu'on sait, acceptons qu'on ne sait pas, et on s'organise pour trouver la réponse. Les squads sont regroupés dans des tribus. Bien sûr, il y a une homogénéité et ils parlent entre eux. Et à la fin, la petite vidéo a parlé des agile coachs, des coachs agiles. Pourquoi est-ce qu'ils existent? Et toutes ces entreprises ont une façon ou une autre, une personne comme ça. C'est parce que, en fait, c'est tellement différent qu'il faut aider les équipes à travailler comme ça. Parce qu'on n'a plus une personne qui va nous dire que faire. Il faut qu'on trouve et on n'est pas habitué. On n'est pas habitué parce que si je réfléchis à comment on est éduqué à l'école, il y a toujours le professeur qui est l'autorité. Dans la famille, il y a les parents qui sont l'autorité. Cette idée qu'on est tous pareils et qu'on a tous des bonnes idées, qu'il faut découvrir la bonne idée, ce n'est pas ce qui a caractérisé
nos sociétés, mon éducation dans l'histoire. Mais on a besoin d'un peu plus de ça dans ces équipes pour qu'elles marchent. Voilà, je ne vais pas vous parler de Favi. Donc, ce qu'on a fait, une des choses que j'ai fait avec ING, c'est on a eu des enquêtes où on a vu qu'est-ce qui prédit la performance de ces équipes. Donc, je vous demandais de vous imaginer en individu dans ces équipes, qu'est-ce qui va faire que ça marche? Parce que c'est un peu, si c'est trop désorganisé, ça ne va pas du tout marcher. Donc, on a fait une étude statistique, je n'ai pas les détails, mais le résumé, c'est que ce qui prédit que les équipes marchent bien, donc dans ING, j'ai fait des enquêtes à toutes les équipes et j'ai vu quelles sont les équipes qui ont été plus performantes et les équipes qui ont été moins performantes. Il y a les caractéristiques structurelles qui prédisent la performance. Donc, plus les équipes sont stables et plus elles sont ensemble dans le temps, mieux ça va parce qu'ils apprennent à travailler ensemble. Plus c'est clair comment est la division du travail dans l'équipe et dans mon équipe. Pardon, je pense que je appuie quelque chose. Dans mon équipe par rapport aux autres, mieux c'est. Mais ce qui ressort très fortement, c'est que c'est les caractéristiques de gestion interpersonnelle au sein des équipes qui importent le plus. Et si tout le monde a travaillé dans une équipe à un moment ou à un autre, même s'il y avait un manager, dans les équipes, la gestion interpersonnelle est très importante. Donc, la confiance dans les autres, plus les membres de l'équipe confiaient dans les autres, plus ils étaient performants et innovants. Plus ils arrivaient à communiquer facilement, plus ils étaient performants et innovants. Plus ils étaient capables de collaborer, plus ils étaient performants et innovants. Et plus ils étaient capables d'être autonomes et se pousser individuellement, plus ils étaient performants et innovants. Donc, c'est bien sûr des caractéristiques qui prédisent la performance des équipes, mais on le voit très fortement dans ces équipes, parce que comme il n'y a pas de manager qui décide à la fin, si on ne prend pas de décision, si on n'arrive pas aux bonnes idées, on n'arrive nulle part. L'importance des équipes a grandi dans le temps, pas seulement par cette nouvelle forme d'organisation, mais en général, parce que le monde est plus complexe, les équipes sont plus importantes. Et ça c'est justement seulement des graphes qui montrent que dans la création de sciences, dans la création d'articles de recherche, dans le temps, dans toutes les disciplines, sauf arts et humanité, mais en sciences ingénieurs, en sciences sociales et dans la formation de patente. Brevet, merci. De plus en plus, elles se font dans des équipes parce que avant, il y a un chercheur tout seul pouvait découvrir des choses. Maintenant, on a besoin de plus de gens parce que la science a poussé, c'est plus sophistiqué et on a plus de besoin de gens. Donc, on est dans un changement de paradigme. Il y a des entreprises agiles qui sont de plus en plus prévalentes. Des équipes deviennent de plus en plus importantes. Et c'est les compétences socio-comportementales, ces compétences interpersonnelles qui sont déterminantes du succès de ces entreprises et du succès de ces équipes qui sont capables de gérer le monde le plus complexe. C'est fini cette idée qu'une personne ou 3 personnes en haut de l'entreprise peuvent prendre des décisions. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on voit ça déjà, pas seulement dans ce cas d'étude que je vous montre, mais dans les données agrégées, et est-ce qu'on est prêt pour ce changement? Il y a beaucoup d'études qui ont regardé quelles sont les compétences importantes dans cette compétence socio, dans de différentes mesures de soft skills. Et elles sont mesurées de différentes façons. Je ne vais pas entrer dans le détail. Ce que j'ai fait récemment, et ça c'est, là je passe au travail plus, moi je pars de la business school, l'école de commerce où on regarde comment s'organisent les entreprises et je me dis quel est l'effet de ce changement d'organisation d'entreprise sur l'économie globale. Est-ce qu'on voit ces histoires que je raconte d'une banque en Hollande, est-ce que ça se reflète dans l'économie globale? Et c'est un travail qu'on commence à faire dans le CAE, où on est en train de voir comment a changé la demande de différents types de skills, de différents types de compétences dans la société dans l'économie française. Donc là, je partage un graphe qu'on vient de faire récemment. L'étude est toujours en cours. Mais ce qu'on a fait, c'est on a pris l'économie française depuis 1982. On regarde toutes les occupations qu'il y a dans l'économie française. On regarde quel est le contenu de compétences de chacune des occupations, si on est architecte, statisticien, n'importe quelle occupation.
Et on a vu quels sont pour chaque occupation, on sait combien de compétences sociales de combien de compétences sociales on a besoin, de combien de compétences en maths analytiques on a besoin. Donc social maths, c'est ce qu'on me dit résumé. Et voilà, les 4 lignes sont, est-ce qu'on est dans le groupe social élevé, maths élevé, social bas, maths élevé, etc., etc. Et ce qu'on voit, c'est que les professions, la structure de l'économie française, les travaux qui vraiment grandissent, c'est social élevé, maths élevé. Ce n'est pas suffisant d'être très bon en maths, parce que maths élevé, social bas, c'est la ligne verte, en fait, elle décroît. Et on pense beaucoup à compétences cognitives, analytiques qui sont très importantes. Les maths sont super importantes, mais ce n'est pas suffisant. C'est maths avec compétences comportementales ce sont les professions qui grandissent. Donc, on a vu aussi que les compétences socio-comportementales, donc ils ont un impact sur le salaire. On a vu ça aux États-Unis très fortement avec Heckman, des prix Nobel il y a quelques années, a beaucoup de papiers sur ça, et sont aussi importantes que les compétences cognitives classiques qu'on apprend à l'école, maths, etc. Et en France, il y a des études qui montrent la même chose. Donc, on pense beaucoup dans le changement de paradigme. Quelles sont les compétences qui sont nécessaires? Je dis c'est la partie analytique, mais c'est la partie comportementale qui est très importante. Et donc, ma dernière réflexion, c'est où est-ce qu'on en est, ce qu'on regarde un peu, où est-ce qu'on en est en France dans les différentes compétences. Et l'histoire n'est pas bonne. Ça, c'est une note du Conseil national de la productivité qui juste a résumé les compétences. Ici, c'est les compétences plutôt cognitives en lecture, en calcul des Français. Donc, la ligne bleu clair, c'est pour chaque compétence, chaque façon de regarder ses compétences, quel est le pays qui le fait le mieux. La ligne orange, c'est le niveau de la moyenne de l'OCDE. Et la ligne bleu foncé, c'est la France. Donc, en fait, la France, elle a de pires scores sur la plupart, presque toutes ces dimensions. Donc, et ça, c'est la partie maths cognitive. Donc, le score moyen des jeunes dans cette numératie est inférieur à la moyenne OCDE et bien sûr, au plus avancé. Donc, et ça, on sait. Vous avez tous entendu les résultats de PISA et que la France, malheureusement, depuis quelques années, n'arrive pas à suivre les leaders dans ces dimensions. Et les socio-comportementales, c'est pas une bonne histoire non plus. Alors, ça c'est pour les élèves, on a pris, et ça c'est une note du CAE de Jan Aygan, il a résumé ça, différentes dimensions de compétences socio-comportementales. On mesure ça, comme je vous dis, de différentes façons. Donc, l'anxiété scolaire, la perception des compétences en maths, la persévérance, donc la troisième, c'est par exemple la persévérance, l'ouverture à la résolution de problèmes et le locus de contrôle interne en maths. Et la France, c'est la ligne bleue la plus foncée. Donc, il y a plus d'anxiété. Ça, c'est le premier. Ça marche pas. Il y a plus d'anxiété. Voilà. Il y a plus d'anxiété. Il y a pire perception de ses compétences. Il y a pire persévérance. Il y a pire ouverture à la résolution de problèmes. Il y a pire locus de contrôle. Le locus de contrôle, c'est la croyance que nos problèmes, c'est nous qui les résolvons et non que ça va venir, on est influencé par des forces externes. Dans l'autre, dans le indice de sentiment d'appartenance, la France n'a pas de bon score et pour la résolution collaborative de problèmes, elle n'a pas de bon score. Les autres, c'est les États-Unis, l'Allemagne et les pays du Nord qui, on sait, ont assez bons scores dans ça. Ce sont les leaders dans la société grâce à différentes interventions. Et les adultes. Ça, c'est d'autres variables. Donc, de locus de contrôle interne, la France croit plus que les Français croient plus que les autres pays que ce qui nous arrive c'est à cause de forces externes, qu'il n'y a pas de confiance en soi, que je peux faire et que mon effort a un effet. La confiance généralisée est pire, l'optimisme est pire, il y a plus d'innovation en valeur. Et on a plus de croyance que c'est important d'avoir un comportement convenable, d'adhérer aux normes sociales.
Donc tout ça, ça veut dire que si ces compétences sont importantes dans le futur pour participer dans cette forme d'organisation, je pense qu'on n'est pas très bien préparé. Et j'ai un fils de 8 ans, et donc ça me préoccupe parce qu'il est à l'école en France, et ceci me préoccupe fortement. Parce que faire? Quel est le rôle de l'école dans tout ça? Et le CAE et d'autres ont beaucoup parlé de l'importance de l'école, et il y a beaucoup d'études qui montrent quelles sont les méthodes pédagogiques qui développent les savoir-faire et les compétences socio-comportementales. Et c'est quelque chose qui ne caractérise pas les systèmes classiques d'éducation, malheureusement. Donc, c'est important de personnaliser l'enseignement. Quand on a une classe, il faut qu'on arrive à donner aux meilleurs élèves du travail pour qu'ils avancent et aux pires élèves du travail pour qu'ils progressent. Et ils vont rattraper, mais il faut leur donner du travail adapté. Si on donne à tout le monde la même chose, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. Soit on n'arrive pas parce que c'est trop fort, c'est difficile, soit c'est trop lent et on n'avance pas au mieux de nos compétences. C'est important d'avoir du travail coopératif. Et encore, c'est quelque chose qui normalement, être en classe et copier et juste régurgiter ce que nous dit le prof, c'est pas très intéressant pour créer du travail coopératif. Aussi, il y a des conclusions par rapport à comment est-ce qu'on donne les notes, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que veut dire une note, qu'est-ce que ça reflète de la personne. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens, et la note de CAE de 2018 de Jan Algan propose beaucoup de choses dans ce sens. Mais je pense que c'est très important, et ça relie avec cette idée que la société est en train de changer. Nos entreprises sont en train de changer, la technologie nous force dans ce sens, et comment est-ce qu'on se prépare pour ça, comment est-ce qu'on prépare pour bien faire, mais aussi pour qu'on soit heureux et épanoui dans cette nouvelle économie qui vient. Il y a un rôle de l'école, on pourrait réfléchir, et j'espère qu'on va réfléchir ensemble au rôle des entreprises dans tout ça, comment est-ce qu'il y a une formation continue qui doit se passer, le rôle de la famille, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants pour qu'ils créent ces compétences socio-comportementales qui sont si importantes et dont ils auront tellement besoin dans ce monde incertain qui approche, de grande histoire sociale, et le rôle de nous comme individus, comment est-ce qu'on se comporte et qu'est-ce qu'on fait pour mieux s'adapter. Donc voilà, j'arrive à ma conclusion. Nous vivons, je pense, dans un moment charnière de l'histoire. Il y a ce changement technologique, digitalisation, etc. Je vais vous expliquer comment ça change l'organisation des entreprises et ce nouveau paradigme qui est en train d'émerger, qui requiert quelque chose de très différent des travailleurs et des citoyens plus généralement, en fait. Parce que on pourrait aussi parler de culture, démocratie. Il y a des impacts, bien sûr, sur tout cela et des attentes des citoyens. Est-ce qu'on a des managers préparés? Comment on prépare nos managers? Ça, c'est quelque chose qu'ici, à l'INSEAD, on réfléchit beaucoup. Qu'est-ce qu'on leur propose et comment on les prépare? Et aussi la formation dès l'enfance. Donc, je pense que c'est des grands challenges à qui on fait face. Et donc, ma conclusion, c'est, comment est-ce qu'on le regarde, non? Est-ce que le verre est mi-plein ou mi-vide, à moitié plein, à moitié vide? C'est très risqué. Le monde qui vient est risqué et difficile. On ne sait pas ce que ça va donner. Là, on a vécu le Covid. C'est une autre manifestation de cette intégration, de cette complexité. Ces changements interceptifs, on peut voir, c'est difficile, il y a des risques. Mais aussi, il y a une opportunité parce que je pense très fortement que tout cela est en train de nous faire réfléchir à notre rôle comme individu et à le rôle de l'être humain dans l'organisation, dans l'entreprise, dans la société, dans l'école, comment on organise nos sociétés. Et c'est des questions qui, même si on ne peut pas y penser, on les retrouve tous les jours. Et voilà. Donc, je voulais vous donner quelques éléments sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. On va certainement avoir pas mal de questions, mais sur le plan d'éducation, parce que finalement, ta conclusion, c'est de dire la France est tellement en retard, quand on voit le graphe de l'étude de l'OCDE, c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'école primaire, secondaire, ou même au niveau des universités à l'INSEAD? Il y a des choses, tu dis, à l'INSEAD qui sont en cours. Dans l'école, est-ce qu'on peut... Enfin, tu donnes une recette quand même, tu expliques ce qu'on peut faire. Oui, dans la note que je mentionnais avant, il y a beaucoup de recommandations que le Conseil d'analyse économique a fait au gouvernement en 2018 sur ce qu'il fallait faire. Je pense que changer l'école en France, c'est difficile parce que, voilà, je vais pas vous l'expliquer.
Mais c'est essentiel. Je pense que vraiment c'est essentiel. Je pense d'abord, il faut qu'on en parle, qu'on dise ça, c'est très important, et qu'on soit conscient de l'importance, parce que sinon nos enfants ils vont souffrir. Je pense. Alors, pour les personnes qui sont devant, donc vous avez les micros intégrés, donc vous appuyez dessus, vous levez la main, vous appuyez dessus, puis pour les personnes qui sont derrière, vous levez la main et c'est moi qui vais venir. Donc, monsieur, oui, alors appuyez sur le bouton, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Je voulais vous demander, quand vous avez parlé de de l'évaluation des élèves, c'est quelle tranche d'âge qui a été choisie pour, enfin, l'Europe a priori et les États-Unis, enfin les pays développés? C'était les élèves du primaire, du secondaire, Je pense que c'est surtout le primaire. Je ne me souviens pas des données. Ça, c'est un travail qui a été fait. Mais non, c'est les résultats de PISA. Je sais pas, parce qu'il n'est pas sûr que les résultats soient les mêmes en fonction de la tranche d'âge des élèves. Si on s'adresse aux supérieurs ou au secondaire ou au primaire ou... Voilà, c'était simplement... Oui. C'est une très bonne question. Je ne me souviens pas exactement de la tranche d'âge qui a été prise ici, mais c'est les résultats. On n'a pas pris une tranche d'âge parce que c'était meilleur que l'autre. C'est des résultats résultats de PISA et que le CDE. Oui, parce que a priori, je sais pas énormément de choses, mais par exemple, le système scolaire est très très différent entre les pays européens en ce qui concerne les petits, les moyens, mais par exemple, au supérieur, on a l'impression que c'est un peu le même type d'enseignement. C'est vrai que les études qui sont faites là-dessus disent que beaucoup de ces compétences se développent à très jeune âge. Donc, le moment où les interventions qui ont été faites pour changer, et il y a des choses incroyables. Aux États-Unis, par exemple, il y a des études qui montrent que des interventions qui vont directement améliorer ce comportement, cette partie non cognitive, en fait, pour des petits, fait les élèves d'écoles, souvent de quartiers noirs, qui sont très en arrière, rattraper les écoles de classe moyenne aux États-Unis. Parce que, voilà, donc c'est vrai que au plus jeune âge, c'est le plus important. Même, c'est quand ça se forme, mais après, ça se reflète dans le temps. Et c'est là où il y a sûrement le plus de différences en Europe, je crois, d'après les Scandinaves et les autres. Voilà. Merci. Monsieur, la parole est à vous. Faites-moi un petit signe que je vienne vers vous. Allez-y, monsieur. Prenez le micro, oui. Oui, juste une question sur ING et l'organisation. On a l'impression que l'individu est monotâche, en fait. L'individu est une unité de travail qui est dans un squad, dans une tribu, les tribus interagissent, les squads interagissent certainement. Par contre, la personne est monotâche. Dans la réalité humaine, la personne est multifonction, globalement. Donc, comment ça s'imbrique? Il y a une troisième matrice, en fait, en dehors des relations squad, tribu, etc. Ça fonctionne pas? J'ai pas compris. Vous avez dit monotâche? Monotâche, dans l'impression de l'organisation ING. En fait, dans la réalité, elle est multifonctionnelle. En réalité, je pense que c'est le contraire, en fait. Dans la réalité, dans les entreprises où on a des départements, on est le département marketing, on fait surtout de marketing. Là, la personne fait du marketing, mais elle doit parler tous les jours et décider tous les matins, ils se réunissent avec des gens qui ont des compétences différentes. Donc, dans ce débat entre spécialisation, est-ce qu'on est spécialiste ou généraliste, en fait, il faut être un très bon spécialiste, parce que si on n'est pas, il n'y a pas des gens qui prennent que des décisions. Tout le monde est en train de faire quelque chose. Donc, on va être un très bon spécialiste, mais qui a la capacité de parler à gens, de parler au jour le jour et dans un niveau de détail auquel ils n'étaient pas habitués, avec des personnes qui ont des compétences très différentes. Donc, il y a un côté de généraliste en même temps. Il faut être capable d'intégrer toute cette information et d'intégrer notre savoir-faire dans le groupe général tous les jours. D'une façon. Donc, il y a un peu les deux. C'est un peu paradoxal, peut-être, mais il y a un peu les deux. D'accord. Oui. En fait, ça remet vraiment en cause le mode d'éducation qu'on a aujourd'hui, où c'est très spécialisé par matière, quoi. Par matière et par secteur. Monsieur. Moi, je voulais juste... Non, c'est fini. Accroché dans votre avant-dernière diapositive, c'est apprendre à apprendre. Je suis pas de première jeunesse, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait mon CP pendant la dernière année de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai suivi une scolarité normale, je dirais. Et j'ai découvert
j'étais effrayé quand mon fils aîné a commencé son CP de voir les méthodes qui étaient employées. J'ai découvert à ce moment-là que j'avais été infavorisé parce que j'avais fait toute ma scolarité de primaire en méthode freinée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça, quoi. On m'a pas appris des choses, on m'a appris à aller chercher l'information là où elle était. Et je suis un peu désolé de voir où en est encore l'éducation nationale dans ce domaine-là. Je suis grand-père, je suis arrière-grand-père. Ma petite fille a fait une scolarité classique comme son père. Et rien n'évolue à l'éducation nationale. Et je crois que vous soulevez un problème qui est un problème de poids, là. Merci, monsieur. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. C'est pourtant un commentaire aussi. Non, je ne suis pas spécialiste en éducation du primaire. Moi, je suis spécialiste en prof d'économie à Business School. Mais je pense que c'est tellement important et ça a des conséquences tellement importantes qu'il faut en parler. C'est pour ça que je voulais... Mais merci. Parce que soulève monsieur, c'est quand même en fait des méthodes un peu multidisciplinaires auxquelles il semble que ce que tu présentes nous pousse à revenir. Il y avait une question. Oui, moi j'avais juste une question, c'est que dans tout ce qu'on a vu, on voit que ça évolue, mais il n'y a pas la dimension de l'impact aujourd'hui environnemental qu'on voit pas, qui va encore faire des changements et qui va tout transformer, à mon avis, dans les organisations. Absolument. Et ça, c'est hyper important, quoi. C'est une autre... Je dirais que c'est une autre variable à laquelle on ne connaît rien. On sait que ça va venir et que ça vient, que c'est déjà ici et qu'il va falloir s'adapter. Et comment s'adapter? Et le bonheur dans tout ça? Je suis là, droit devant. Oui, monsieur. Et le bonheur dans tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense qu'il faut être optimiste dans l'homme. Parce que, bon, bien sûr, hein, là, vous nous parlez d'une banque. Bon, la banque, c'est pas... Je pense pas que ce soit la vraie vie. En fait, c'est curieux parce que je pense que une des forces, je l'évoquais brièvement un moment, une des raisons d'être de ce type d'entreprise, c'est s'adapter, être innovant, s'adapter à la complexité. Une autre, c'est que les gens ne sont pas contents dans des équipes, dans des environnements où on nous dit que faire, où on n'a pas d'autonomie, où on n'est pas respecté comme individu complexe. Ce type d'organisation nous amène à avoir plus de pouvoir dans ce qu'on fait. Donc ça, l'autonomie et le pouvoir de se réaliser dans le travail est plus présent, je pense, dans ces entreprises que dans les autres. Parce que comme cette importance du comportement, des relations, de confiance, etc., quand elle fonctionne bien, ça devient comme des petites familles où on se sent bien, on est bien entre les autres. Donc ce type d'organisation, je pense, qui est plus peut aboutir plus à une satisfaction dans le travail. Je ne sais pas si c'est le bonheur, mais une satisfaction dans le travail et moins d'aliénation que dans une entreprise classique. Merci. Madame. Je voulais juste rajouter... Oui, bonsoir. Juste pour vous signaler que, au vu de la digitalisation du monde qui nous entoure, aujourd'hui, pour s'informer, pour apprendre à apprendre, on va beaucoup sur Internet et donc on est confronté à des fausses informations. Est-ce que vos études tiennent compte de ces éléments-là? Pas vraiment, c'est un sujet qui me passionne, mais je pense qu'apprendre à apprendre, c'est aussi apprendre à filtrer l'information et savoir ce qui est bon. Je sais pas, moi j'ai appris quand je lis des journaux, même en France, je sais de quel pied cloche le journal et donc je sais filtrer l'information. Donc après, toute la partie de conspiration, etc., c'est pas quelque chose que j'étudie du tout, mais je pense que partie de ce qui doit se développer à l'école, c'est l'esprit critique, la capacité de contraster, de chercher ailleurs, de ne pas croire tout du premier coup, d'avoir suffisamment de formation soi-même pour ne pas avoir à tout chercher. Non, cette idée qu'on peut aller tout chercher, c'est faux. On peut pas chercher quelle est la lettre A à chaque fois qu'on lit une lettre A. Je pense que cette idée d'esprit critique et de formation intégrale est importante pour pouvoir filtrer ces informations. On assiste beaucoup dans les débats d'experts à des contradictions importantes.
les experts qui se contredisent entre eux, sur les plateaux télé notamment. Merci. Monsieur. Je voulais vous... Il y a une là-bas, après il y a ici une autre. Bonsoir. Y a-t-il des exemples d'organisations agiles dans des institutions publiques en France ou à l'international? Je connais un cas au Danemark où ils ont transformé la partie de finance d'entreprise, disons, en utilisant des méthodes agiles. Il y a des petits exemples un peu partout qui essaient de faire ça. Je sais aussi que pendant la crise Covid, le Parlement anglais était très intéressé à comprendre, parce que imaginez, une crise arrive comme ça. Comment on s'organise pour gérer une crise dont on n'a pas la science, on n'a pas les connaissances, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si les masques c'est bon, c'est pas bon. On a passé une année assez incroyable, une année et demie assez incroyable dans ce sens. Comment on s'organise? On s'organise pour faire cela. Et je sais qu'ils ont été intéressés, ils ont très mal fait, le gouvernement. Je pense que c'était le Parlement qui voulait faire ça et le gouvernement faisait autre chose. Donc il y a des gens je connais des petits exemples qui sont intéressés, mais pas une transformation radicale d'un système public. Mais je pense que ce serait génial. Je voulais savoir si vous avez une information. Comment s'organisent les grandes entreprises japonaises par rapport à cette nouvelle organisation? En fait, parce que le Japon était réputé pour avoir une organisation extrêmement formelle. Oui. Donc les entreprises japonaises Toyota par exemple, ils ont fait des trucs qui sont des choses qui sont semblables à ce qui c'est en Asie dans le parti des ouvriers. C'est-à-dire dans cette idée que tous les ouvriers sont impliqués dans la production, qu'ils peuvent arrêter la ligne s'ils voient qu'il y a un problème. Donc ça a des éléments de ça. Mais au contraire, passer ça au niveau de la hiérarchie, c'est très Voilà, c'est ce que je voulais savoir au niveau des cadres, parce que c'est vraiment une organisation extrêmement rigide, voilà. Exactement. Et comment elle est perçue par les Japonais, en fait, J'ai une anecdote à ce sujet. J'enseigne un cours sur les entreprises agiles à notre executive MBA, et j'avais un étudiant japonais cette année qui travaillait dans une banque, dans une banque d'investissement, qui se disait: le monde change. Si j'arrive à faire ça au Japon, ça va être incroyable parce que je vais arriver à me faufiler là où c'est très difficile de faire. Donc, mais en même temps, il se rendait compte que c'est quelque chose de très, très difficile à faire dans son secteur. Donc, il réfléchissait à comment le faire à une petite échelle, embaucher les gens qui sont capables de faire ça et l'isoler un peu de la grande entreprise. Mais oui, ça a une interaction énorme avec la culture. Une question qu'on me pose souvent, c'est: mais beaucoup des entreprises dont tu nous parles sont en Hollande, c'est vrai, la Hollande a une culture très, très peu hiérarchique. Est-ce que ça marcherait dans d'autres pays? On voit des exemples qui marchent dans d'autres pays, mais il y a une partie culturelle très importante. Je passer la parole à madame. Oui. Il y en a Catel. Merci. Merci bien. Je trouvais votre discours très intéressant, surtout parce que j'ai travaillé pendant longtemps dans une grande organisation, et j'ai le membre d'un tribu et d'un squad, mais on l'appelait autre chose, et ce n'est pas exactement ceci. Mais je demande, vous avez parlé d'un changement d'organisation à un niveau assez bas, d'une dizaine de personnes ou d'une centaine de personnes. Et cette organisation, évidemment, elle travaille dans un monde plus grand à l'intérieur de l'entreprise. Il y a quelqu'un qui dit quelles sont ses tâches, quels sont ses objectifs, qui donne les ressources nécessaires, humaines, financières, autres, etc. Est-ce que le type de révolution d'agilité dont vous parlez peut s'appliquer aussi à l'hiérarchie? Parce que c'est une hiérarchie, je crois encore une hiérarchie, même s'il y a un certain degré d'autogestion. Et comment est-ce que cette hiérarchie peut changer ses méthodes? Parce que on peut révolutionner le bas, mais il y a tout le reste en haut et aussi tous les autres à côté. Est-ce qu'il y a des idées sur ce sujet? Oui. La première question pour transformer comme ça: est-ce qu'on peut transformer une grande entreprise en cellule indépendante? Comment j'appelle modularise l'entreprise? Comment je crée la banque est un exemple. Comment est-ce que je fais que tous les produits d'une banque se fassent dans de petits groupes? La partie que je vous ai racontée, en fait, la hiérarchie qui reste, c'est le board, les chefs de tribu et les équipes. Il y a 3 niveaux. Donc, en fait, c'est toute l'entreprise, c'est tout
head office, c'est tout le, donc la hiérarchie qui avait 8, 9 niveaux avant, ils ont 3 niveaux maintenant. Il y a les membres d'équipe, les chefs de tribu et le conseil au-dessus de 8 personnes, 5, 6 personnes. Donc, c'est vraiment toute l'entreprise qui change. Plus c'est complexe, plus c'est difficile à faire, mais le problème, je pense que la complexité, c'est est-ce qu'on peut créer cet écosystème de petits groupes. Et les entreprises je trouve fascinant aussi. Moi, je pense que c'est possible, mais je n'ai pas d'exemple d'énormes entreprises qui aient changé. Beaucoup de celles qui l'utilisent, ce sont des entreprises de technologie. Mais il y a des moyennes entreprises, il y en a beaucoup, des petites, il y en a. Des grandes entreprises, ING, c'est une assez grande entreprise. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est une entreprise très classique, hiérarchique, d'une banque, un secteur très traditionnel, qui a transformé. Parce que beaucoup d'autres exemples, des autres entreprises que je connais, elles sont nées comme ça. Ils sont nés comme ça, ils ont grandi, ils ont conservé ça. Comment est-ce qu'on bascule on est en train de découvrir. Et je vous ai expliqué ING comme un exemple, mais ça ne veut pas du tout dire que ce soit le modèle à adopter. L'important, c'est que c'est le principe. Après, il y a des choix de comment exactement est-ce qu'on organise cela, qui sont adaptables aux besoins de l'entreprise, au secteur, à la culture environnante et tout ça. Merci de votre patience. Si, voilà, je me posais la question de savoir pendant la crise du Covid si les équipes médicales n'ont pas fonctionné avec plus d'autonomie et justement un petit peu voilà par module, et puis qu'il y a maintenant un retour en arrière, et puis il y a une hiérarchie qui se réimpose à nouveau. Et puis j'avais aussi une autre question, c'est que vous parlez de personnes qui ont des compétences, mais que se passe-t-il pour les gens qui n'ont pas de compétences dans l'entreprise? Est-ce qu'elles peuvent fonctionner aussi en module? Je sais pas, je pense à des personnes, des femmes de ménage ou des choses comme ça. Bon, on a tous des compétences. Dans tous les travaux, oui, c'est vrai qu'il y a des travaux qui peut-être ne sont pas amenés à travailler en petites équipes, qui sont des travaux indépendants. Alors, dans ce cas, ce qui se passe souvent, c'est que, ou même, vous parlez des femmes de ménage, mais la partie de service juridique d'une entreprise, c'est pas des équipes comme je l'ai décrit. Et ce qui se passe pour cela, c'est qu'ils changent tout ce qui est service d'appui à ceux qui produisent ne s'organisent pas de cette façon, mais doivent être capables de les appuyer. Par exemple, pour les services juridiques, ce qui se passe souvent, ce qui s'est passé à ING, j'ai écouté d'autres exemples, c'est que normalement, la partie juridique, quand on développe un produit, ils arrivent à la fin. Ils disent, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Oui, check, on peut lancer le produit ou pas. Dans ces équipes, ça ne marcherait jamais parce qu'ils ne peuvent pas être la police. Donc, ce qui se passe, ils changent la façon dont ils fonctionnent. Ils commencent depuis le début à travailler avec les équipes, même s'ils ne forment pas partie de l'équipe elle-même. Donc, c'est des appuis, mais pas tout le monde est dans ces équipes, parce que il faut avoir besoin de tous ces skills pour faire ça. Et Maria, sur la partie hospitalière, c'est intéressant comme question aussi. Est-ce qu'il y a des réformes qui ont été faites dans des hôpitaux américains avec cette partie agile pour que ce soit sélectionné en type de maladie, mais pour regarder la personne de façon intégrale, un peu plus holistique aussi? Oui. Je n'ai aucun exemple d'hôpital. J'ai des exemples. En fait, là où je connais bien un autre exemple, c'est dans des équipes de nurses, d'infirmières, dans des services à la personne d'infirmières qui ont commencé à adopter ces méthodes justement parce que le système classique d'attention à la personne, c'est une personne est malade, souvent pour les personnes âgées, aussi en Hollande, c'est ça où ça a commencé, mais il y en a partout maintenant. Une personne est malade et il y a quelqu'un qui vient leur voir à 10h pour les baigner, à 10h30 pour leur donner la pilule, quelque chose, une médecine, et c'est très spécialisé. Et du coup, les infirmières sentaient qu'elles n'avaient pas un rapport intégral des problèmes de la personne. Et le service n'était pas aussi bon, et les patients disaient, je ne sais plus qui vient me voir, je ne sais plus ce qui se passe. Et donc, il y a des entreprises qui sont organisées pour justement faire une infirmière à un patient pour qu'ils aient cette vision intégrale. Et du coup, c'est des équipes d'infirmières qui organisent le service de région géographique d'une ville avec le principe d'organisation. Elles s'organisent en équipe pour gérer
tout ce qu'elles doivent gérer pour servir la région géographique, le quartier, etc. Mais le principe, c'est justement d'intégrer ça. Donc, au niveau d'un hôpital, ce serait encore plus de personnes qui auraient cette compétence. Je vais prendre une question ici derrière, parce que monsieur a été très patient ici. Oui, moi j'ai remarqué depuis mon enfance que toutes les sociétés qui se développaient, elles étaient toujours en avance par rapport aux autres, humainement et socialement. Alors qu'on a l'impression que vous voulez inoculer quelque chose comme le vaccin sur des individus. Mais les individus, j'ai travaillé en équipe par exemple aussi, pour que l'équipe fonctionne bien, c'est une interaction entre individus, ça ne se décrète pas. C'est pas on a une solution comme ça, on va la mettre comme ça et ça a fonctionné. À mon avis, c'est aussi l'environnement quelque part qui fait que les individus sont prêts à donner pour cette société-là. Et moi, j'en ai l'expérience, mon entreprise, je vous la nomme pas. On est tellement attachés que même moi, maintenant, quand on me demande quelque chose pour mon entreprise, j'y vais et je réponds. Parce qu'elle était un peu comme une mère, comme quelque chose comme ça. Et la dame me parlait aussi des gens qui, dans notre entreprise, nous, même les gens qui étaient malades ou autre chose, et ben, par la totalité des gens, ils étaient, on s'en occupait même s'ils étaient mauvais. Alors ne croyez-vous pas plutôt qu'il faudrait changer le mode d'entreprise, arrêter de penser les gens comme des instruments, parce que vous, derrière votre discours, finalement, il y a toujours le discours économique. On voit toujours l'économie derrière votre discours. Alors que finalement, c'est les individus qui vont chercher le bonheur des individus. Et je pense que le monsieur tout à fait à côté, il avait raison. Il faut rechercher le bonheur des gens. Et à ce moment-là, ils sont prêts à tout faire. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas du tout en désaccord. Je suis très d'accord. En fait, je pense que dans ce moment de changement de paradigme, il y a aussi un changement de qu'est-ce qui prime dans ce qu'on cherche. Et cette primauté du retour financier des entreprises et du shareholder value est en train de décliner contre autre, ce qu'on doit tenir en compte du bonheur des employés, de la satisfaction des clients, de ce qui se passe avec l'environnement. Il y a une responsabilité plus grande des entreprises que ça. Et je pense que c'est une partie, dont j'en ai pas du tout parlé, quand je disais, j'avais entre parenthèses, culture-démocratie, je pense que c'est un peu ça ce qui est en train de se passer. Ce changement que je pense qu'on vit est au-delà de ce dont je me spécialise. Je suis économiste. Je suis pas anthropologue culture, mais c'est une partie très importante. Et oui. Donc, désolée de ne pas l'avoir mentionné directement, mais je suis d'accord. C'est en train de se passer. Vous nous avez parlé de vos compétences dans une entreprise, une grande entreprise, une banque en l'espèce. Et vous nous aviez dit en début de votre exposé que vous étiez aussi participant dans une commission ministérielle. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous pensez que vous puissiez avoir une action qui débouche dans une commission ministérielle pour transformer les administrations. Nous, on va écrire un papier pour le Premier ministre qui explique tout ça et un peu plus. Et après, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Madame. Moi, je connais le limite de mes compétences. Autre question? Voilà. Justement, je voudrais revenir sur l'enseignement et par rapport à ce que disait le monsieur qui est là tout à l'heure parce que dans les INSPE, qui sont les instituts de formation des professeurs des écoles, la pédagogie freinée est à l'honneur, la pédagogie différenciée est à l'honneur. Voilà, je peux vous le certifier, elle est à l'honneur, notamment dans l'institut de formation de Seine-Saint-Denis, l'un des quartiers les plus terribles, là où le recrutement des professeurs est absolument très difficile.
il y a de quoi. Je viens d'en faire l'expérience pendant 1 an, j'ai subi 2 agressions, une dans la rue, une à l'école. Mais en même temps, le travail collaboratif, c'est un des objectifs. Donc j'apporte un témoignage et donc il y a une volonté. Je ne sais pas, avez-vous une idée, puisque vous avez l'air de connaître un petit peu le système éducatif français, sur l'apport de comment je proposais cela et en même temps, je voudrais votre opinion sur l'une des décisions récentes du ministre de l'Éducation nationale qui parle de vouloir permettre aux directeurs d'école de choisir les enseignants. Moi, je me pose la question de savoir si ça ne fait pas revenir en arrière, en fait, ce genre de décision, parce que c'est ce qui existe, par exemple, dans l'enseignement privé catholique. Et en fait, moi, je connaissais pas du tout, j'ai fait l'expérience pendant 1 an, et finalement, le système dans lequel j'étais en Seine-Saint-Denis n'était pas du tout hiérarchisé. Et finalement, l'enseignant, même le jeune enseignant, enfin le nouveau, celui qui est encore stagiaire, on lui dit de se considérer comme un enseignant et donc d'assurer et de représenter la fonction. Et en fait, moi j'ai fait l'expérience d'une directrice par exemple qui m'a renvoyée sur mes starting blocks et qui m'a dit mais prends tes décisions. Donc le système hiérarchique dans ces endroits-là, c'est vraiment un fonctionnement d'équipe. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de mentalités qui sont prêtes à réagir de cette façon. Alors voilà, comment proposeriez-vous de faire évoluer le système et où sont les freins dans le système éducatif français? Est-ce que c'est régional? Est-ce qu'il y a des endroits? Mais ça me fait penser. Je pense que je vais t'encourager à inviter quelqu'un qui va adresser cette question, parce que c'est une question la question c'est que doit faire au système éducatif français pour changer ça? Comment est-ce organisé? Est-ce que c'est hiérarchique ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir les directeurs d'école? Le système français n'est pas du tout hiérarchique. Les professeurs en France ils sont responsables devant le ministère. Ils sont pas responsables devant, et donc, ça c'est très, très libre, mais c'est difficile d'imposer quoi que ce soit comme changement. À Seine-Saint-Denis, peut-être ils font ça, mais ailleurs, ce n'est pas, ce que vous décrivez ne caractérise pas ce que je comprends. Et le système français. Mais je suis pas spécialiste d'éducation. Et donc, et sur ce point, il y a beaucoup d'enseignants dans la salle qui ont des réponses probablement, parce qu'ils ont l'expérience tous les jours de vivre avec la dépendance du ministère. Peut-être encore quelques questions, une ou deux, parce qu'on est... Alors, on va donner la parole à quelqu'un qui n'a pas posé de question encore, s'il vous plaît, messieurs. Oui, allez-y, madame. Oui, voilà, c'est bon. Oui, je pensais que il y a quand même depuis une vingtaine d'années, dans les très grandes entreprises françaises et internationales, une propension à justement éclater les responsabilités, c'est-à-dire faire des zones par produit, avoir des objectifs très ciblés avec des groupes autonomes. Donc j'ai l'impression que dans les très grosses structures, celles qui font partie du 440 peut-être et d'autres moins, cette agilité, elle a déjà commencé. Il y a beaucoup de... Je pense que les données, quand on demande aux managers aujourd'hui, 90% d'entre eux veulent adopter des méthodes agiles et n'arrivent pas vraiment. Parce que je pense que la raison pour laquelle c'est difficile, c'est que c'est vraiment, pour que ça fonctionne, c'est un changement de paradigme. Ce n'est pas seulement on crée une entreprise, on crée une équipe, on donne des objectifs. Ça, c'est un pas dans ce sens, mais ce n'est pas la transformation totale. Donc, mais c'est vrai, beaucoup d'entreprises essaient de faire ça. Et il y a des petites poches dans beaucoup d'entreprises qui sont en train de faire ça. Mais toujours dans une hiérarchie. Il y a toujours un manager qui veut venir et dit non, on ne va pas faire ça. Parce que souvent, il ne donne pas vraiment l'autonomie complète. Et comme dans tout dans la vie, moi, je ne vais pas comporter de la même façon si je sais que je suis autonome et responsable et que les succès sont les miens et les faillites sont les miennes, que si on me dit, bon, va, fais ce que tu veux, mais après, je vais venir surveiller, voir exactement ce que tu as fait. Mon implication dans ce projet ne va pas être le même.
Et oui, mais c'est partout, il y a des poches partout. Ça se passe à différentes échelles, absolument. On arrive à la conclusion de cette conversation. Juste pour conclure, Maria, tu nous as dit, il y a eu des questions, tu fais partie de ce conseil d'analyse économique. Dans ces conversations-là, qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir par rapport à une adaptation justement pour les enfants et la génération qui vient? Dans le conseil d'analyse économique, par exemple, où on est tous économistes, nous on n'est pas des spécialistes en éducation primaire, etc. Quand je parle aux gens, tout le monde est convaincu qu'il faut absolument y aller. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que pour moi c'est tellement évident que c'est là qu'il faut aller, c'est comment on met les ressources derrière. Et s'il n'y a pas une conversation publique qui s'opère, ça va passer. Donc notre but, c'est justement de remettre ça dans la conversation publique pour que les gouvernements, celui-là, le prochain, l'autre, fassent quelque chose et que ce soit accepté par la société, que les enseignants disent oui, il faut qu'on y aille, ça va faire requérir des efforts, mais on va le faire, que les élèves disent oui, on va le faire, que les parents disent oui, on va le faire, on comprend et qu'on aille tous dans le même sens. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est que je sens que beaucoup de gens sont... Une dernière question, madame, une dernière question, oui. Pensez-vous que dans ce nouveau paradigme, si les squads sont hyper efficients, tous pourront avoir le même tarif, le même salaire à la fin d'une opération? Dans ces entreprises, en fait, c'est intéressant parce que le paradigme antérieur donner une compensation, une rémunération en fonction des objectifs arrivés, des bonus, etc. Dans ces entreprises, on enlève tout ça. On travaille pour un salaire, on travaille pour un sens de réalisation personnelle dans le travail. Et oui, donc, et on évolue en fonction de nos compétences. Ils mesurent beaucoup moins que ce qu'on mesurait avant. Donc, est-ce que tout le monde aura les mêmes résultats? On est tous dans l'équipe. On n'est pas tous payés de la même façon, mais comment on est payé est en fonction de... C'est un salaire, ce n'est pas... ou une participation dans les profits de l'entreprise, mais pas au niveau de performance de l'équipe. Oui, mais si l'objectif est vraiment atteint et que vraiment le résultat est efficient, est-ce qu'il y aura à long terme cette reconnaissance et par conséquent le même salaire pour le squad, carrément? Une fois qu'on aboutit à un objectif, il y aura un autre objectif. Donc, je pense que je ne comprends pas votre question, j'avoue. Si quelqu'un peut me l'expliquer. Justement, par rapport aux objectifs, puisqu'on a besoin d'une France plus efficiente, puisqu'on a besoin d'évoluer et de rattraper le retard que l'on a à l'heure actuelle, eh bien, il suffirait de motiver déjà par le biais de tout individu, mais pas spécialement enfin, c'est une bonne chose d'être ensemble, de travailler ensemble sur des commissions. Tout le monde a travaillé ensemble et on est tous efficients. Mais si vraiment l'objectif est atteint, la reconnaissance, surtout à l'heure actuelle, économique, eh bien, l'objectif atteint, ça veut dire qu'on crée des nouveaux produits, qu'on les vend à plus de gens, que ça grandit, qu'on génère plus de valeur, qu'on y vende des nouveaux. Mais la valeur du squad, mais la valeur du squad doit être reconnue. La valeur du squad doit être reconnue. Et par conséquent, elle ne peut être que reconnue par le biais d'un salaire équivalent à tous. Et c'est ça. Mais ça, c'est en réflexion. Hein. On peut en parler après. L'horizontalité des salaires. Ça, c'est pas un truc qui marche. Petit chef, chef moyen, grand chef, super chef. Je remercie d'abord Maria, parce qu'elle a eu de grandes gentillesses. Surtout que c'était difficile, pour les raisons qu'elle a données. Je mets en français, en tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup à Catel. Et puis on vous retrouvera, donc ceux d'entre vous qui seront libres, le 16 décembre pour la conférence sur l'islam. Et je vous rappelle, j'avais mentionné la dernière conférence que le 25, dans cet amphi, il y aura une autre conférence sur l'intelligence artificielle. On en a déjà parlé, nous, à plusieurs reprises dans des conférences précédentes, mais le Rotary organise
au bénéfice des boursiers une conférence sur l'intelligence artificielle le 25. En tout cas, merci d'être là ce soir et rendez-vous le 7. Merci.